Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Nous sommes arrivés au 68e SITREP, nous sommes le 9 décembre et cette fois-ci je crois qu'on peut dire que c'est l'escalade. En tout cas c'est le tout début et ça fait vraiment... ça donne le sentiment que cette fois-ci rien ne pourra l'arrêter. Hein. Ouais, on est tous plus ou moins pessimistes, hein, aussi bien les différents analystes ou politologues, on va dire spécialistes de la question ukrainienne que moi-même, puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 277 reprises, soit 65% de plus que la semaine passée, au cours desquels 1679 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été utilisés. Donc je rappelle, c'est artillerie, mortier, chars d'assaut, roquettes diverses, au but de chars d'assaut aussi. Donc là, on est à plus du double de la semaine passée. On était à 700 et quelques la semaine passée. Donc là, c'est juste une hausse monstrueuse. Il faut y rajouter 29 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures, pendant lesquelles 881 munitions et obus ont été tirés. Les bombardements de la semaine ont touché 21 localités de la République, donc un petit peu moins que la semaine passée, mais enfin, ça change pas grand-chose. Suite à ces bombardements de la semaine, 4 soldats de la RPD sont morts, 1 a été blessé et 2 civils ont été blessés. Donc on voit que le bilan est vraiment très très mauvais à la hauteur du nombre de bombardements de la semaine. Le nombre d'habitations touchées aussi, puisque 28 habitations ont été endommagées ou détruites lors des bombardements de la semaine écoulée. Il faut y rajouter 4 habitations endommagées à Golmovski, dans le nord de Gorlovka, la nuit dernière. Ça se poursuit. Et c'est pas prêt de s'arranger vu ce que les services de renseignement de l'RPD et l'OSCE ont détecté, puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté pas mal de pièces d'équipement près de la ligne de front côté ukrainien. Je parle d'équipement lourd, bien entendu. Entre autres, 2 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 3 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 8 obusiers tractés D20 de 152 mm, un lance-roquette multiple grade de 122 mm, 9 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 2 mortiers automoteurs Nona S de 120 mm. Alors, nos auditeurs depuis un an savent que notre record en termes de ce qui est détecté par l'OSCE était à peu près à 190 et quelques. C'est ça. Bon, on a battu tous les records, puisque cette semaine, c'est l'absence de 241 pièces d'équipement ukrainien qui ont été notées par l'OSCE, donc des zones de stockage où elles devraient se trouver, dont 15 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, 12 canons automoteurs MSTA-S de 152 mm, 18 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 44 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 28 obusiers tractés D20 de 152 mm, 4 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm, 46 chars d'assaut T64, 21 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 12 canons anti-chars de 85 mm, 34 mortiers de 120 mm et un mortier de 82 mm. Donc là, ils ont sorti tout l'arsenal de jardinage. Là, le record a été battu, mais pas qu'un peu. Hein. C'est dans le contexte de l'augmentation assez vertigineuse du nombre de bombardements, de violation du cessez-le-feu. Là, puis là, c'est du très très gros. C'est beaucoup de canons ou d'obusiers de 122, 152 mm. Ouais. Donc c'est vraiment de la très grosse artillerie. Au-dessus, c'est le canon pion. C'est du 203. Après, il faut passer aux lance-roquettes multiples, aux missiles balistiques pour arriver à aller au-delà. Voilà, Ouragan ou Smerch. Alors Smerch, c'est... Smerch, voilà. Donc là, c'est quand même très 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 mauvais. Ça rapproche aussi de ce qui se passe à Kiev, puisque à Kiev la situation continue de dégénérer. Donc je pense que là ça pue là. Les fêtes de fin d'année elles puent là. Je n'estime pas du tout. On avait parlé lors des précédents SITREP de ces 2 villages de Gladosovo et Travnevoye, donc au nord de Gorlovka, qui ont été occupés par l'armée ukrainienne. Ils le sont toujours. Il semble que 24 habitants avaient été arrêtés et jetés en prison pour s'être opposés à cette occupation illégale de leur localité, qui sont, je le rappelle, dans la zone grise, qui est censée rester démilitarisée. Il semble que 11 sont toujours en prison à l'heure actuelle. Ce n'est qu'après cette épuration, entre guillemets, que l'ONU a pu venir distribuer de l'aide humanitaire à la population, enfin sans aucune certitude que les soldats ukrainiens ne la voleront pas derrière.
rester dans leur style. Ouais. Voilà. Et ils l'ont toujours fait. Au rayon crime de guerre, on continue aussi, mais cette fois en termes d'armes plus que prohibées, et pas seulement par les accords de Minsk, puisque hier après-midi à 15h30, l'armée ukrainienne a recommencé à bombarder le territoire proche de la station d'épuration de Donetsk, qui est située en réalité près de Yassino-Vataya. Mais cette fois, en plus des obus de mortier de 82 mm et des lance-grenades, les soldats ukrainiens ont aussi utilisé, semble-t-il, des munitions au phosphore. Oh, c'est charmant. Voilà. Ah vraiment, ils font tout pour qu'on les déteste à un point. Non mais là c'est vraiment ça. Donc ça a mis en danger non seulement les gens qui vivent à proximité, mais aussi toute la situation écologique de la région, puisque je rappelle que sur le territoire de cette station d'épuration, il y a plus de 200 tonnes de chlore et que si jamais il y a un incendie qui se déclenche dessus... Ouais. Oui. Comment dire ? La catastrophe de Seveso, ça sera... Une blague à côté, ouais. Voilà, ça va être sympa. Un nuage de chlore, c'est extrêmement toxique et pas que pour les humains. Donc c'est le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu qui a fourni cette information. Ils ont aussi fourni d'ailleurs une vidéo qu'on mettra en lien dans la description de celle-ci pour montrer que il y a des éléments factuels. Oui. Le CCCC a aussi demandé à l'OSCE d'aller vérifier la situation sur place et prendre entre autres des échantillons de terre pour analyse afin de prouver de manière irréfutable l'utilisation de phosphore. Bon, je pense que l'OSCE va pas trop se bouger. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'ils se tournent les pouces dans cette histoire. Ils vont faire comme Merkel et Macron, c'est-à-dire qu'ils en auront rien à foutre. Pour être comme c'est trivial, pour genre, oui, mais comme on n'a pas d'analyse, on peut pas prouver. Voilà, si on n'a pas vu, pas pris. Bon. Évidemment, ça. C'est une technique comme une autre. Mais bon, ce qui montre que l'armée ukrainienne se prépare activement à la reprise des hostilités dans le Donbass, c'est pas mal de choses. Bon, déjà, l'armée de l'RPD a obtenu des documents venant de ses sources au sein du SBU, indiquant que l'intensification des hostilités pourrait commencer. Donc, entre la période qui va de maintenant jusqu'au 15 décembre, ou ensuite ce ne serait qu'en janvier. Donc on croise les doigts pour que ce soit que janvier, parce que bon, si on fait le nouvel an sous les bombes, ça va vraiment pas être... Non. Vraiment pas le faire quand même. C'est vicieux, je sais pas comment on peut laisser faire ça. Je comprends pas non plus. Donc il y a quand même pas mal de signes qui laissent à penser que ces documents qui ont été obtenus par l'armée de la RPD disent vrai. Les unités de reconnaissance de la RPD ont découvert que les unités des forces armées ukrainiennes dans la zone de l'OAT refont le plein de munitions, entre autres pour les armes lourdes, y compris les lance-roquettes multiples grades. Il y a eu cette nouvelle que le SBU des régions de Donetsk et de Lugansk envisage de couper les communications téléphoniques mobiles dans leur zone jusqu'à 50 km du front. Il semble qu'ils sont aussi en train d'activer les unités de sabotage pour commettre des actes terroristes dans les républiques à partir du 10 décembre. Les unités médicales du 61e hôpital militaire viennent d'être adjointes aux unités des 28e et 59e brigades et celles des unités du 66e hôpital militaire aux 25e et 30e brigades des forces armées ukrainiennes. Donc généralement, ça c'est quand même un bon signe que... c'est un signe très clair de reprise des hostilités. Oui. Donc, comme on a pu le voir, il y a une très grande concentration d'armes près de la ligne de front et, entre autres, beaucoup près de la localité de Verkhnetoretskoye, donc vers le sud de la RPD. L'intensification des reconnaissances par drone par l'armée ukrainienne, et ce, dans toutes les directions. Si avant, l'armée de l'RPD enregistrait 1 à 2 utilisations de drones par jour sur l'ensemble du front, on est maintenant à 3 à 4 fois par jour dans la zone de responsabilité de chaque brigade des forces armées ukrainiennes. Intensification musclée, des reconnaissances par drone, ça c'est très mauvais signe aussi. Donc comme on l'avait dit, l'utilisation semble-t-il de munitions au phosphore, pas seulement contre la station d'épuration, mais y compris sur des territoires civils qui sont sous le contrôle de l'armée ukrainienne, le tout avec la participation des instructeurs étrangers présents dans la zone de l'opération antiterroriste. On dit étranger pour rester pudique parce que ça pue de l'OTAN, on peut carrément... ça pue l'OTAN, Voilà. D'accord. Et puis la présence d'équipes de télévision occidentale et ukrainienne qui travaillent généralement
sous supervision directe du SBU, sont comme par hasard arrivés sur zone et ont l'air d'attendre des ordres. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou de s'appeler Nostradamus ou Madame Irma, hein, pour voir que l'Ukraine s'apprête à reprendre les hostilités à grande échelle. L'armée de l'RPD, bien entendu, se tient prête et a, semble-t-il, préparé quelques petites surprises pour l'armée ukrainienne si jamais ils mettaient leur plan débile à exécution. Ouais, débile. Débile, mais en même temps, Poroshenko, il est sur un siège éjectable, hein, on va le voir après. Hein. Ouais, là, il est très très mal, hein, pour Poroshenko. Niveau situation politique, accord de Minsk, les accords de Minsk, là, ils sont en plein massage cardiaque, sans vouloir être méchante. Ouais. Ça semblait faire un parallèle. Même si l'échange de prisonniers qui est prévu d'ici la fin de l'année a l'air d'avancer. Il y a eu des négociations à Minsk, il y a eu des discussions entre le représentant américain et le représentant russe. Il y a eu une discussion entre Pavel Klimkin, hein, donc le ministre des Affaires étrangères ukrainien, et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, pour essayer de finaliser ce truc. Donc c'est peut-être le seul point des accords de Minsk qu'on arrivera peut-être enfin à mettre en œuvre. Oui. Pour le reste, en termes, entre autres, sur tous les points de sécurité, la situation, comme on a pu le voir, se dégrade. Un constat qu'a fait aussi Alexander Hoog, hein, le chef adjoint de la mission de l'OSCE, hein, qui a déploré la détérioration de la situation, appelé les deux parties à résoudre le conflit de manière pacifique. Mon gars, si ton organisation fait pas son travail et que vous gueulez pas quand les mecs ils utilisent des munitions au phosphore, on va pas avancer, quoi. Je parlais donc de l'avis de pas mal d'experts et d'analystes. Donc plusieurs experts ont été interrogés récemment, entre autres par l'agence TASS, qui avait organisé une espèce de table ronde pour demander un peu leurs pronostics concernant l'évolution de la situation concernant les accords de Minsk. Leur prévision, c'est plutôt pessimiste, entre autres pour Rostislav Ishchenko, qui est le président du Centre d'analyse et de prévision. Pour lui, la crise qui frappe actuellement les autorités ukrainiennes ne leur permettra pas de mettre en œuvre les accords de Minsk. Pour lui, tout simplement parce que l'Ukraine a loupé le coche, en fait, au moment où elle aurait pu remplir ces accords. Ouais. Pour lui, c'est devenu simplement un élément d'un jeu global de négociation internationale entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Hein, ça permet de traîner un petit peu les pieds, mais enfin, en gros, ça ne sera jamais réellement mis en œuvre. Hein, pour lui, les autorités ukrainiennes avaient une chance de les appliquer en 2015 et 2016, et depuis qu'ils ont raté leur chance, en gros, c'est complètement embourbé et on n'en sortira pas. Et du fait de la crise politique en cours à Kiev, avec Saakashvili qui menace la place de Poroshenko, il est désormais impossible, hein, pour qui d'appliquer le moindre point des accords de Minsk. Donc peut-être à part cet échange de prisonniers, et encore, je suis comme Saint Thomas, j'y croirais quand je les verrai, hein, je les verrai, parce que là franchement, depuis le temps qu'on dit que cet échange de prisonniers doit avoir lieu... Ouais, je crois qu'il faut s'attendre à tout et surtout au pire avec ces gens-là, quoi. Avec ces gens-là, voilà. Donc, d'ailleurs, cet expert considère comme moi que si Poroshenko était remplacé, ce serait par des forces encore plus radicales et russophobes que celles qui sont actuellement au pouvoir à Kiev, hein, ce qui signerait la mort officielle et définitive des accords de Minsk. D'ailleurs, ça se voit, hein, là, dans leur petit fight entre Poroshenko et Saakashvili. Ils s'accusent l'un l'autre d'être des agents du Kremlin. Enfin bon. Voilà. Hein, et pour un autre analyste, Alexei Chesnakov, qui est le directeur du Centre de conjoncture politique, c'est pas les négociations en cours entre la Russie et les États-Unis qui vont donner grand-chose. Ouais. Pour lui, ces négociations, donc, qui portent principalement sur le déploiement de cette mission de casque bleu de l'ONU. 4 scénarios pourraient être envisagés. Malheureusement pour lui, les plus probables sont les plus pessimistes. Le premier scénario envisagé par Chesnakov serait en fait l'échec total des négociations. Hein, un scénario qui a déjà été envisagé par Kurt Volker, hein, le fameux représentant américain, là, oui, qui a estimé que la probabilité d'un tel scénario est de 80%, avec la possibilité d'une reprise des hostilités dans le Donbass. Donc, déjà 80% pour le premier scénario, on est déjà mal. Hein. Ouais. Le deuxième scénario serait une impasse des négociations avec maintien du dialogue, mais une impossibilité totale d'aboutir à un compromis et donc à une décision commune, donc avec une espèce de statu quo du conflit. Bon, c'est les 2 premiers scénarios qui sont jugés comme étant les plus hautement probables par cet analyste.
Le troisième scénario serait la coordination des États-Unis sur la proposition russe de résolution sur la mission des casques bleus. Bon, pour ça, il faudrait que la partie américaine soit relativement flexible, vu la position très ferme de la Russie. Et la quatrième et la moins probable des scénarios envisagés par Chesnakov serait l'adoption d'une autre version de cette résolution. Mais bon, comme la position de la Russie a été quand même très clairement énoncée à ce sujet et qu'elle est diamétralement opposée à celle de l'Ukraine et des États-Unis, il faudrait un miracle pour qu'un tel scénario aboutisse. Donc là, on voit bien que les analystes se rejoignent tous pour dire que ce que je dis depuis un moment, c'est pas une fable, c'est pas juste tiré de mon imagination. Les accords de Minsk sont en pleine tentative de sauvetage à coup de massage cardiaque et de ventilation artificielle. Oui. Mais parce qu'ils sont comateux là. Ils sont gravement comateux là. C'est du coma profond. C'est du coma profond, c'est du coma très profond. Il y a quasiment aucune chance. Je veux dire, là, il faut un miracle divin pour arriver à ils n'ont jamais, de toute façon, les forces ukrainiennes, quelles qu'elles soient néo-nazies ou classiques, elles n'ont jamais cessé de bombarder le Donbass. Jamais, jamais, jamais. Pas une seule journée s'est passée sans avoir des bombardements. Des violations du cessez-le-feu. Voilà. Donc, de toute façon, ça va mal se finir. C'est malheureusement le scénario que je crains depuis un bon moment, qui a l'air d'être en train de se mettre en place. Donc c'est vrai que je ne suis pas du tout optimiste là, pour les prochaines semaines jusqu'au Nouvel An. Bon. Encore plus après, puisqu'après il y a les fêtes de fin d'année orthodoxes qui se passent au mois de janvier. Mois de janvier, le Noël orthodoxe, début janvier. Voilà. Et Kiev a toujours montré, avec l'encouragement évidemment, soit de la passivité de l'Allemagne et de la France, soit de l'encouragement à mi-mot des États-Unis, ont toujours montré une manière perfide, sadique, voire diabolique de traiter la situation sur le terrain. Oui, de toute façon. Donc il faut s'attendre même à ce qu'ils bombardent carrément au plus fort pendant la nuit de Noël orthodoxe, par exemple. Ils sont capables de ça. C'est comme d'habitude. Au niveau nouvelle un peu plus positive, en République populaire de Donetsk, donc on avait parlé du développement de l'autonomie alimentaire de la République, mais il n'y a pas que l'autonomie alimentaire que la RPD travaille, mais aussi le développement de son industrie pour produire au maximum ce dont elle a besoin tout en fournissant des emplois pour ses habitants. Donc on avait parlé au mois d'août du lancement de cette chaîne d'autobus, de production d'autobus à Donetsk. En octobre, on avait parlé donc de l'usine métallurgique Yuzovski, qui avait été relancée après 3 ans d'arrêt pour fournir l'acier dont la RPD a besoin. L'usine vient d'ailleurs de lancer la production de 2000 tonnes d'acier qui serviront de matière première pour l'usine de câbles métalliques Silur à Kharkiv, qui avait aussi été relancée il n'y a pas si longtemps. Au mois de novembre, c'était les premières tractopelles issues de la chaîne d'assemblage de Torres qui avaient été présentées avant d'être envoyées à Debaltsevo pour aller déneiger. Une chaîne d'assemblage qui est d'ailleurs destinée à devenir une vraie chaîne de production, qui ne se limitera pas aux tractopelles, mais aussi aux déneigeuses à lames, machines de réparation pour l'asphalte, les foreuses, tout ça. Et bien là, pour finir l'année en beauté, c'est le lancement d'un projet de production de tramway qui a été annoncé par le service de presse du ministère de l'Industrie et du Commerce de la RPD. C'est l'entreprise d'État DTEZ qui est chargée de ce projet de production d'un tramway moderne destiné à la République. Donc il faut savoir qu'ici, il y a encore beaucoup de tramways. À Donetsk, à Gorlovka, entre autres, c'est des moyens de transport très utilisés. Ils sont vraiment au cœur du système de transport en commun des villes de la République. Donc ils sont alimentés en électricité par les centrales à charbon de la RPD. Donc ça va être vraiment une ligne de production pour produire ces tramways à partir de zéro. Le but étant d'améliorer par rapport au modèle qui est actuellement. Donc actuellement à Donetsk, on a des très très vieux tramways qui je pense doivent dater de l'époque soviétique. Et on a quelques tramways un peu plus modernes qui avaient été mis en route en 2012 pour l'Euro de football. Donc là, le projet a déjà commencé. Les premiers tramways devraient être fournis l'an prochain.
Donc actuellement, le personnel de l'entreprise est en train d'étudier l'ensemble des composants de l'ancien modèle de tramway pour préparer le design du nouveau et mettre au point tout l'outillage de production. Une fois que cette étape sera terminée, le coût du projet sera estimé et il pourra être lancé. Donc cette usine DETZ, c'est l'usine d'ingénierie électrique de Donetsk qui existe depuis longtemps, elle existe depuis 1915. Elle produit de l'équipement électrique, des moteurs asynchrones et des transformateurs qui sont utilisés un peu partout en RPD dans l'industrie métallurgique, les mines de charbon et les transports en commun de la République. Donc il faut savoir qu'en plus des tramways, on a beaucoup de trolleybus aussi, donc ce sont des bus électriques. Et tout ça est couplé ensuite avec des bus plus classiques et des marshrutka, donc des espèces de petits bus qui permettent d'amener les gens un peu partout. Donc on a actuellement, je crois, une dizaine de lignes de tramway à Donetsk. Gorlovka, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a aussi pas mal. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour les usagers des transports en commun de l'RPD, c'est-à-dire quand même la plupart des gens, parce que c'est pas comme en Europe, ici la plupart des gens n'ont pas de voiture, beaucoup de gens prennent tout simplement les transports en commun. Donc voilà, après les autobus Donbass, les usagers vont à partir de l'année prochaine pouvoir embarquer dans des rames de tramway flambant neuves, donc plus confortables que certaines des antiquités qu'on a à Donetsk et à Gorlovka surtout. D'accord. Il y a vraiment besoin de remplacer. Il y a des rames qui sont dans un état, c'est le secours. Donc là, je vais reparler ensuite d'un dossier que je suis depuis maintenant plusieurs mois, qui est le dossier de Daria Mastikacheva. Donc j'avais parlé il y a quelques semaines en arrière de mes inquiétudes après son internement en asile psychiatrique par une cour ukrainienne. Il semble que malheureusement mes craintes étaient fondées. Dans une lettre que Daria a réussi à faire parvenir à l'extérieur, donc elle écrit qu'elle est gavée de psychotropes et de somnifères qui lui font avoir des hallucinations. Elle craint même pour sa vie, demande à ce que son compagnon Sergei Sokolov soit averti de ce qui se passe. Donc je vais donner une traduction de cette lettre. N'ont été cachés que quelques noms et numéros de téléphone pour des raisons évidentes. Donc elle a écrit: c'est d'achat, je suis dans un hôpital psychiatrique, appelez d'une manière ou d'une autre un avocat ou ma mère et dites-leur de transmettre de toute urgence à Sergei. Appelez par n'importe quel moyen, c'est urgent, je ne peux pas rester longtemps comme ça. Des médicaments psychotropes et somnifères sont mis dans mon thé, ce qui me fait avoir des hallucinations. Je suis très malade, j'ai de la fièvre, mal à la gorge et de la toux. Si Sergei ne me sort pas de là avant le 4 décembre, je vais mourir. Je ne plaisante pas, je suis épuisée. Dites à l'avocat de venir urgemment. Dites-lui que si je ne pars pas de là avant le 4 décembre, Sergei ne me reverra jamais. Ils veulent que je finisse comme un légume pour me discréditer. Ils ne soignent pas mon refroidissement avec rien et ne m'autorisent pas à prendre mes propres médicaments. J'ai très peur. Je suis effrayée, je ne peux plus supporter ça. Laissez Sergei utiliser toutes les ressources, absolument toutes, et n'attendez plus, et c'est urgent, cela doit être urgemment dit à Sergei. Alors, pourquoi le SBU veut faire de Daria un légume ? Donc moi, ma crainte, c'était le fait qu'ils allaient la nourrir de force, et je ne connaissais pas un petit point de la législation ukrainienne, qui doit être à peu près la même dans beaucoup d'autres pays. C'est en fait qu'ils veulent essayer de la faire passer pour démente, c'est-à-dire de la faire passer pour folle. Pourquoi ? Parce que si elle est déclarée officiellement démente, son témoignage contre les SBU pour leurs actes de torture, l'enlèvement, etc. seront considérés comme totalement nuls, caducs. Voilà, donc ce qui permettrait aux SBU d'échapper à l'accusation de torture portée par l'avocat de Daria, et donc d'éviter de devoir faire face à la justice pour ce qu'ils lui ont fait. Quelques jours avant que cette lettre n'apparaisse, Sergei Sokolov et Valentin Rybin, l'avocat de Daria, avaient donné une interview à l'agence FAN dans le cadre d'une discussion sur la répression des prisonniers politiques en Ukraine. Donc, lors de cette interview, Sergei Sokolov a déclaré qu'il n'a toujours pas pu parler directement avec Daria, seulement par son avocat. Il est très inquiet, bien entendu, pour sa compagne, surtout que il a beau se démener, les médias et organisations de défense des droits de l'homme en Ukraine ne se bougent pas beaucoup. De toutes les organisations internationales contactées, y compris la CEDH, seul Human Rights Watch avait réagi sur le cas de Daria. Une médiatisation qui, selon lui, devait éviter que le SBU ne tue ouvertement Daria. Donc la journaliste lui avait demandé s'il se sentait aussi coupable de ce qui arrive à Daria. Il a répondu par l'affirmative. Pour lui, c'est clairement une vengeance pour ses enquêtes.
Donc il mentionne, comme je l'avais envisagé, entre autres, l'enquête sur le MH17, le meurtre aussi de Voronenkov sur lequel il enquêtait, le groupe criminel de Dnipropetrovsk, mais aussi il enquêtait sur la préparation de groupes subversifs, donc je suppose qu'ils doivent commettre des attentats en Russie, en RPD et en RPL. Une personne bien informée qui a parlé avec la direction du SBU lui a dit de ne même pas espérer qu'un jour ils la laisseront partir parce qu'elle a une valeur, on va dire, marchande, entre guillemets. Hein, ouais. Le but, c'est de la faire condamner pour ensuite pouvoir marchander, pour pouvoir obtenir quelque chose. Encore une fois, la France ici et l'Allemagne sont aux abonnés absents. Hein. Voilà, comme d'habitude. Donc il a carrément dit que pour lui, le SBU, c'est même pas une structure criminelle d'État, mais c'est carrément c'est un groupe de bandits, quoi. C'est des gangsters. Ouais. C'est des gangsters, quoi, vraiment. Alors le truc intéressant, c'est ce par quoi il a conclu cette interview. Il faut savoir que Sergei Sokolov est dans l'opposition par rapport à Poutine en Russie. C'était l'ancien garde du corps de Berezovski, donc pas du tout du pro-Poutine. Hein. Et donc il faut garder ça en tête quand je vais vous lire ce qu'il a déclaré. Il a dit « Maintenant, je comprends clairement d'où viennent les Russes, les volontaires dans le Donbass. Parce que malgré mon âge, si quelque chose arrivait à Dacha, je prendrais les armes et j'irais leur faire la guerre contre l'Ukraine. » Bon, quand un gars comme ça commence à te dire ça, bon... Ouais. Parce que c'est un mec raisonnable, c'est un type réfléchi. Voilà, il a sa propre société d'enquêteurs, etc. Suite à la publication de la lettre de Daria, il a refait une autre déclaration sur ce qui attendait les gars du SBU et tous les responsables de ce qui arrive actuellement à Daria. Il a dit « Malheureusement, toutes mes prédictions deviennent réalité. Je serais très heureux de me tromper, mais là, ces événements évoluent selon le pire scénario que j'avais prédit plus tôt. Et je comprends que je ne peux attendre de l'aide ou de la compassion de personne sauf des amis. Le SBU amène avec confiance sa performance sanglante jusqu'à la fin prévue. Et ils vont le faire. Mais je déclare par avance pour chaque participant de cette action. Pas une seule larme de Dacha ne sera laissée sans conséquence. Tous les participants de cette atrocité feront l'expérience de ce qu'elle a vécu, même si j'ai besoin du reste de ma vie pour que cela soit fait. Marchez bâtard et regardez en arrière, je connais le nom de chacun d'entre vous. » Ouais. C'était vraiment pour le mec à qui il fallait chercher la merde. Je sais pas pourquoi, mais je pense que... Ils sont capables de mettre en rogne n'importe qui, parce que leurs actes sont tellement pourris, ils sont tellement ignobles, tellement pervers, tellement diaboliques, que n'importe qui sortirait de ses gonds pour protester au minimum, protester contre ça. Sokolov, c'est un gars qui avait quand même, rien que sur l'enquête du MH17, avait quand même mis à peu près une centaine d'enquêteurs dessus. Ah oui. Ça donne une idée quand même. C'est pas du menu fretin, le gars. C'est vraiment du débilisme de la part du SBU. Ils vont le payer très cher. En attendant, Daria a fêté son 30e anniversaire le 1er décembre dans cet hôpital psychiatrique, pendant que son fils Danil, 10 ans, écrivait au président ukrainien, mais aussi à Vladimir Poutine, pour leur demander d'aider à libérer sa maman avant qu'elle soit totalement détruite physiquement et psychiquement. Depuis la publication de cette lettre, je n'ai pour le moment pas d'autres nouvelles et je ne sais toujours pas si Daria est toujours en vie ou pas. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai réécrit aux organisations de défense des droits de l'homme. Il n'y a personne qui répond. C'est vraiment... ils sont tous aux abonnés absents et très sincèrement, je pense qu'il faudra les compter dans sa vengeance pour Sergei Sokolov le moment venu, parce qu'ils sont tout aussi responsables de ce qui se passe par leur silence. Oui. Non, c'est vraiment... Mon sentiment personnel à moi, c'est que les institutions qui sont dirigées par des Occidentaux sont en fait noyautées
de l'intérieur par des gens qui sont aux ordres de Washington, de Paris, Londres, Berlin, et que toutes ces institutions-là sont instrumentalisées pour essayer de discréditer, humilier ou détruire l'image de la Russie, l'image de tous ces gens qui sont susceptibles de se retrouver sur le chemin entre eux et la Russie. C'est simple, Russie, hein. Donc à Kiev, pendant ce temps-là, la situation dégénère. Donc je fais un résumé vraiment très très court, hein, parce que ça a été, comment dire, une histoire à plusieurs épisodes, hein, depuis mardi, depuis la première tentative d'arrestation ratée de Mikhail Saakashvili, hein, puisque Poroshenko a fini par craquer à force de voir les manifestations à Kiev. Donc il a tenté d'arrêter Saakashvili. Donc ça a donné lieu à toute une aventure, hein, Saakashvili étant monté sur le toit de l'immeuble où il habitait, hein, pour essayer d'échapper au SBU. Le SBU a fini par l'arrêter, l'a descendu dans la rue, et au moment où ils ont voulu l'emmener en prison, gros problème, tous ses partisans étaient dans la rue, ont bloqué la voiture, bloqué la rue, ils sont affrontés avec le SBU, et ils ont fini par en fait briser la vitre et démonter à moitié la portière de la voiture où Saakashvili avait été emmené, pour l'extraire de là et l'emmener en sécurité jusqu'à la Rada, où il a fait tout un speech, où il s'est présenté comme victime de la répression politique de Poroshenko. Ils ont fait une deuxième tentative mercredi matin dans le camp de tente, justement situé devant la Rada, où Saakashvili s'était réfugié. Ça a fait plus d'une dizaine de blessés parmi les manifestants, mais ça a été un échec. Et ils ont enfin réussi à mettre la main sur l'ex-président géorgien hier. Donc actuellement, il est en centre de détention préventive où il attend de savoir lundi s'il sera assigné à résidence avec bracelet électronique ou s'il devra aller en prison. Bon, pour moi, clairement, en faisant ça, Poroshenko a été vraiment stupide puisqu'il donne à Saakashvili le rôle parfait de victime, hein, de sa répression politique. D'ailleurs, Saakashvili s'est mis officiellement en grève de la faim, histoire d'en rajouter une petite couche dans le martyre. Suite à son arrestation, ses partisans se sont réunis devant le centre de détention où il se trouve, ont tenté d'y pénétrer puis d'installer des tentes devant la prison. Cette tentative s'est bien sûr soldée par des affrontements extrêmement violents entre les forces de l'ordre et les partisans de Saakashvili. Pour moi, la situation promet de devenir extrêmement violente et dangereuse parce que là, Poroshenko a clairement fait pour moi une erreur stratégique grave, hein, vraiment, qui pourrait au mieux lui coûter sa place, au pire beaucoup plus. Hein, oui. Il n'aura peut-être pas la chance de Yanukovych. Là, vraiment, c'est stupide. C'était des provocations. Hein, le but de Saakashvili, c'était bien sûr d'obtenir cette arrestation pour pouvoir jouer les victimes. Donc, je pense que ça va dégénérer. Je pense qu'il faut surveiller vraiment de très très près la situation à Kiev, les manifestations qui vont avoir lieu, les potentiels affrontements violents avec les forces de l'ordre devant ce centre de détention, ou lorsque Saakashvili sera emmené lundi devant la cour pour savoir à quelle sauce il va se faire manger. Donc je pense que la situation à Kiev, là, ça commence à devenir... faut surveiller ça comme le lait sur le feu, quoi. Hein, je pense que... C'est une guéguerre entre deux agents de la CIA, hein, faut pas l'oublier. Hein. C'est la preuve que servir la CIA n'apporte pas toujours que des réjouissances. Hein. Non. Poroshenko n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Non, voilà. non, il a été trop modéré, hein, parce qu'il a des business, comme je l'ai dit, il a des business en Russie, et puis c'est un businessman, c'est pas un radical, c'est pas un va-t-en-guerre, même s'il adopte la politique qui est voulue par ces derniers. À la base, c'est un homme d'affaires. Ouais. Alors que Saakashvili... en Ossétie du c'est un électron Sud, libre, hein. Lui, voilà. C'est un électron libre, donc lui, il peut se lancer dans ce genre d'entreprise extrêmement dangereuse. Il n'a pas de business à sauver. Donc, ceci expliquant cela, il est bien sûr soutenu par Timoshenko, hein, Saakashvili. Oui. Elle s'est officiellement ralliée derrière lui, elle l'a défendu, elle a fait tout un speech contre la répression ignoble de Poroshenko, etc. Donc voilà, à Kiev, pendant ce temps-là, Kiev est à Kiev cette fois-ci, hein, puisque les fêtes de fin d'année approchent, hein, donc les autorités ont commencé à installer un sapin de Noël dans le centre-ville. Ah oui. Alors la gueule du sapin, c'est juste grandiose, quoi. Il est complètement décharné sur le bas, il a des branches que en haut, quoi. Ah oui. Quasiment. Enfin,
vraiment, enfin, il a une gueule, c'est vraiment, c'est pathétique. On mettra une photo du sapin. Donc c'est un député, Borislav Bereza, qui a posté sur Facebook la photo du sapin, donc complètement presque dépouillé en bas, et un sommet floconneux là comme ça. Alors bon, il y en a qui ont ironisé en disant qu'il avait dû se fatiguer sur le chemin. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont surtout fait des parallèles entre le sapin et l'économie ukrainienne. Ouais. En disant tout est comme dans le pays. Voilà, pauvre arbre, telle économie, tel sapin. Et il y en a une qui a écrit « Je ne vois rien d'inhabituel, cela symbolise parfaitement l'Ukraine actuelle, la pauvreté en dessous et le sommet le plus beau. » D'accord, oui. Et voilà. Et une autre utilisatrice qui a rappelé l'initiative gouvernementale de poursuivre en justice ceux qui sont en désaccord avec l'interprétation officielle du Maïdan et d'un certain nombre d'événements historiques. Donc ceux qui insultent le Maïdan, il y en a qui voudraient les mettre en tôle. Donc cette utilisatrice elle a ironisé en demandant si une sanction criminelle serait imposée pour la non-reconnaissance de ce sapin comme étant beau. Ouais. Effectivement. Donc il y en a même qui se sont plaints d'être forcés de passer tous les jours devant ce sapin à moitié décharné. Donc ouais, je crois que ça symbolise effectivement bien l'Ukraine. Quand tu as un sapin de Noël comme ça, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Ouais. Là, il y a des chiffres qui sont tombés, dont je ne vais pas parler parce que bon, je ne veux pas non plus que ce soit trop long. Mais là, les chiffres sont tombés sur l'impact du blocus économique total du Donbass pour l'Ukraine. Ils viennent de perdre 1,8 milliard de dollars c'est énorme. Cette année. C'est énorme. Je rappelle qu'à partir de 2019, comme le gaz russe ne transitera plus par l'Ukraine, ils vont perdre 2 milliards par an. Donc, bon, comment dire, la situation économique en Ukraine, c'est pas prêt de s'améliorer, quoi. Donc, c'est ce qui fait que ça les pousse à déclencher une offensive finale dans le Donbass. Bien entendu, mais bon, ils vont la perdre. On les attend de pied ferme, mais la seule chose qui les attend, c'est le prochain chaudron. C'est de la chair à canon pour les intérêts de Washington, c'est tout. Il faut être clair. Donc voilà, la situation à surveiller très très près à Kiev et puis ici. Donc j'espère vraiment qu'ils vont couper leur coup pour ce qui est de relancer le conflit avant le 15 décembre. J'espère vraiment qu'on va arriver à gagner ce temps-là pour repousser ça jusqu'à janvier. Sinon, de toute façon, s'il y a une escalade vraiment brutale, reprise des opérations à grande échelle, on fera bien entendu un SITREP les 2 dernières minutes avant le prochain. Et puis, vraiment, je prie, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, parce que ce serait vraiment terrible d'avoir des fêtes de fin d'année et un Noël sous les bombes. Sous les bombes avec au milieu d'un bain de sang. C'est ça que ça va quand même signifier. Même si l'armée de l'RPD et celle de l'RPL sont prêtes à repousser toute attaque, cela aura néanmoins un prix humain extrêmement élevé. Il ne faut quand même pas se leurrer. De toute façon, il y aura des bombardements le jour de l'an et le jour de Noël. Voilà, faut pas se faire d'illusions. Mais par contre, le risque, effectivement, c'est que ce ne soit pas que les bombardements de type habituel, mais que ce soit vraiment une offensive. Vraiment très intensif, avec le nombre de victimes qui grimperait de manière faramineuse. Ça serait vraiment la catastrophe. Si on pouvait éviter ça, c'est vrai que ça serait quand même bien. Mais pour l'instant, c'est un peu mal parti. Donc voilà, situation à surveiller, et j'espère seulement à la semaine prochaine pour le 69e SITREP. Voilà. Donc je croise les doigts. Nous aussi, et merci pour tes informations, merci pour ton courage aussi, parce que tu risques ta vie. S'il y a une offensive finale, ils vont pas faire dans la dentelle ni dans le détail. Donc tu risques ta vie pour nous informer. J'espère que les gens qui ont tendance un peu à critiquer ton travail se rendent compte de la situation dans laquelle tu es, pour les informer, pour les pousser à agir aussi, pour les pousser à réagir. Et là, c'est un désespoir, parce que il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui veuille faire autre chose que regarder Secret Story. Se bouger. Donc, voilà, je pense que le scénario, qui est le pire scénario, on est pas mal à envisager, malheureusement, est bien parti. Il est sur les rails. Il est bien parti pour arriver à destination.
Donc voilà, donc je te dis à la semaine prochaine, je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Merci Christelle, à bientôt, au revoir.